Écrire pour traverser ses émotions, et puis pour vivre d'autres vies. Écrire et faire écrire, avec la poésie en bandoulière et la surprise à chaque coin de rue, car elle écrit sans carte routière. Amélie Charcosset a mis les mots au cœur de sa vie. Les mots pour essayer, qu'elle propose de laisser jaillir dans ses ateliers, et puis les mots qu'elle mêle et fait danser dans ses écrits à elle. Tendresse et fantaisie jalonnent le chemin d'Amélie. Enfin, il y a ce moment sans mots pour le dire, où l'on est seul à savoir qu'on y est, qu'on l'a, qu'on la tient. Qu'est-ce qu'on y est bien ? Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Pour le faire grandir, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire. Je suis Marie Girardin-Lépine, créatrice de la Fantaisie Vagabonde, et un vendredi sur 4, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beau qui vivent le cœur battant. Vous venez ? 1, 2, 3, écrivez. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous pourrez entendre les premiers mots d'un livre, celui d'Amélie. Bonne écoute! Bonjour Amélie Charcosset. Bonjour Marie. Bienvenue dans Chamade. Merci. Et merci d'avoir répondu à mon invitation. On est en conversation longue distance aujourd'hui, enfin moyenne distance. Tu es en Suisse et moi je suis en Bretagne. Et je suis ravie de cet échange qui démarre entre nous. Pour ouvrir les festivités, je te propose un jeu qui va nous aider à découvrir qui tu es. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les mots importants de ta vie ? Le premier qui m'est venu, c'est tendresse. C'est venu d'un coup et je m'y attendais pas. Mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là de rendre le monde un peu plus tendre. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup étreindre. Et ouais, du coup, je crois que c'est quelque chose qui est important. Un jour sans toucher, sans étreindre, c'est pas tout simple. Donc, et en même temps, je trouve que l'ambivalence du mot, tu vois, tendresse, c'est le verbe tendre aussi. Et en fait, tendre, ça veut dire plein de choses, je trouve. Et du coup, ça m'intéresse aussi dans mon goût, dans mon amour des mots, en fait. Donc ça, c'était le premier. Et puis, l'autre qui m'est venu aussi, c'est sororité. C'est un mot qui m'accompagne depuis, je sais pas, peut-être une dizaine d'années maintenant. Et c'est allé de pair avec ma découverte du féminisme et de comprendre ce que ça voulait dire et de comprendre que je faisais partie de ça. Et sororité, pour moi, c'est vraiment ça va un peu avec la tendresse aussi, mais c'est ce lien particulier qu'on peut avoir aux autres femmes ou personnes se considérant comme femmes. Et c'est un espace, tu parlais de cocon juste avant, mais c'est vraiment ça, c'est un espace de cocon où on peut être ensemble et avancer ensemble. Et pour moi, c'est hyper important et c'est ce que j'essaye ce vers quoi j'essaye d'aller, en tout cas. Enfin, ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, tu m'as demandé, tu m'as dit que ça pouvait être en langue étrangère. Oui. Et donc, comme j'aime beaucoup les langues, j'ai réfléchi aux mots que j'utilisais régulièrement. Et il y a une expression qui est une expression slovène que j'utilise très souvent. J'ai habité en Slovénie, mais je suis revenue il y a 10 ans maintenant. Mais pourtant, je continue de l'utiliser. Donc, cette expression, c'est pod podnoge. Et ça veut dire, en fait, le chemin sous nos jambes. Et donc, ça veut dire en route, tu vois, genre, allons-y, on y va, tout ça. Et du coup, quand on doit partir quelque part et que je suis assise, par exemple, dans le canapé, je dis pod podnoge. Et puis, c'est genre, allez, on commence, quoi. Et en fait,
j'adore cette expression. C'est un ami qui me l'avait apprise. Je sais même pas si elle est tant employée que ça en Slovénie, mais j'ai le souvenir qu'il m'avait dit que c'était un peu désuet, mais je sais pas, ça m'avait trop parlé. Et quand j'y repensais, je me disais, mais en fait, j'adore ce truc, que ce soit dans ce sens-là, de dire c'est la route sous nos pieds. Tu vois, c'est pas nous qui prenons la route, c'est vraiment genre déroulons la route sous nos pieds. Enfin, c'est comme si ça décalait un tout petit peu la façon de dire, et puis du coup ça amène de la poésie en fait dans cette façon de dire les choses. Et du coup comme c'est un peu ce que je cherche, de mettre la poésie un peu partout, ça me parle beaucoup, cette expression. J'adore. Voilà. Et puis j'ai un autre mot qui m'est venu aussi, mais je sais pas si c'est un mot qui existe et je sais pas dans quelle langue il est, donc c'est un peu j'ai un peu tiré ta proposition. En fait j'étais en voyage au Kyrgyzstan il y a aussi longtemps. C'est aussi un endroit où j'ai habité, et j'ai voyagé à un moment avec deux voyageurs, et l'un d'eux nous parlait d'un mot, mais je me souviens plus dans quelle langue c'était, et je crois que lui-même n'était plus très sûr, et je pense qu'on a un peu réarrangé la prononciation depuis, mais qui ressemblait à quelque chose comme tamusho, et ça voulait dire, dans ce qu'il nous expliquait, quelque chose du genre let it be, tu vois, que les choses soient, enfin, laissons les choses se faire, se dérouler, enfin voilà. Et je me souviens qu'avec l'autre voyageur, on s'était dit, si ça se trouve un jour, on tombera sur ce mot pour de vrai dans une langue où tout à coup on sera là, ah mais c'était dans cette langue-là que ce mot existe et qu'il ne se prononce pas du tout comme je pensais, et que voilà, on aurait une pensée pour ce moment-là. Et donc depuis, je guette le jour où peut-être un jour on va me dire, mais si ça veut dire tel truc dans telle langue, mais dans ma tête ça veut dire que les choses se fassent, laissons voir ce qui se passe, quelque chose comme ça. Et pour moi la poésie c'est aussi ça en fait. Oui. Voilà, trop bien. Ouais. C'était les mots qui me sont venus. Après j'avais aussi le mot évidemment, tu vois, enfin genre j'étais là, le mot important dans ma vie, en fait l'ensemble des mots, enfin ouais, je me disais, oui, le mot. Le mot est important pour moi. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ils ajoutent, je sais pas, une couche de vie sur la vie, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça, ce à quoi ils servent. Voilà. Alors justement, tu dis que le mot est essentiel, important dans ta vie. Qui es-tu, Amélie, et que fais-tu ? Qui je suis ? Eh ben, je suis Amélie. Qu'est-ce que je fais ? Tu vois, c'est difficile de dire qui suis-je. Ouais. Qu'est-ce que je fais ? C'est plus simple, hein. Presque. J'écris et je fais écrire les autres. Ouais, voilà, je suis autrice et j'accompagne les gens dans l'écriture à travers des ateliers collectifs, et puis des accompagnements individuels, et puis des expériences autour de la lecture et de l'écriture. Et puis ça c'est mon travail, mais après ce que je fais, c'est je voyage à vélo, je bouquine, je bois du thé. Ouais, voilà. Avant de revenir sur ton cœur de métier et ce qui fait battre ton cœur, j'ai une première question rituelle dans Chamade que tu connais. Qu'est-ce que le beau pour toi, Amélie ? Ouais, du coup, j'ai un peu réfléchi et je me disais, mais c'est difficile comme question parce que, en fait, je me suis rendu compte que dans ma tête, le beau, il y avait quelque chose d'assez figé par rapport à ce mot-là pour moi, et que, enfin, je sais pas, je relie vachement ça. En fait, ma première image, c'est je relie vachement ça à genre des collections de musées ou des choses comme ça. Et du coup, je me disais, mais pour moi, il y a quelque chose qui est plus en mouvement. Donc, ça me rapprochait en fait
de l'idée d'émerveillement, tu vois. C'est tout ce qui peut, tout ce dans quoi je pourrais trouver de l'émerveillement, en fait. Quelque chose, c'est à nouveau cette question du regard qu'on pose et du tout petit décalage. Pour moi, l'émerveillement, c'est ça, c'est le tout petit décalage avec la façon habituelle qu'on a de voir les choses. Et du coup, cultiver le beau, c'est cultiver ce regard-là, comment on appréhende le monde, comment on tord un peu la réalité pour y voir autre chose que ce qu'on y voit habituellement. Est-ce que tu as un exemple là, récent ou ancien, qui te vient d'un moment de beau ou un émerveillement personnel Ouais. Il y a quelque temps, je mettais mes chaussures dans mon hall d'entrée. Et oui. Incroyable. Un moment passionnant, oui, c'est ça. Et j'ai levé la tête et je me suis aperçue que le Judas de ma porte faisait un petit visage qui a l'air hyper étonné. Et en fait, c'était trop drôle parce que c'était aussi au moment du confinement. Et du coup, c'est comme si tout à coup, le Judas me posait la question de genre, est-ce que vraiment tu veux sortir là maintenant ? Et en fait, ça fait plusieurs années que j'habite dans cet appartement et je l'avais jamais vu, tu vois. Et du coup, de tout à coup lever la tête et d'avoir vraiment ma porte qui me parlait, c'était vraiment hyper beau pour moi. Enfin, il y avait quelque chose de cet ordre-là, des objets qui prennent vie, qui se mettent à nous adresser des messages. Ouais. Et alors, est-ce que tu es sortie ou est-ce que finalement tu as rebroussé chemin ? À ce moment-là, je suis sortie, mais j'y repense souvent, ouais. Je le vois tout le temps, en fait, maintenant. Tu vois, il fait partie de la maison, quoi. Le petit bonhomme du Judas. Excellent. Alors, si on commence à dérouler le chemin sous nos pieds, depuis quand, est-ce que tu te souviens, depuis quand tu écris ? Je crois un peu depuis toujours. Enfin, c'est un peu une question... Enfin, c'est un peu une réponse bateau, mais je crois qu'il y a vraiment ça. Dans mes archives, il y a un mot que j'ai écrit à ma mère quand j'avais genre 6 ans. Enfin, j'apprenais à écrire, quoi. 6-7 ans, qui dit Maman, c'est gentil de me dire de aller me laver, mais j'aime mieux écrire. Les priorités. Ouais, c'est ça. Et c'est trop drôle parce que c'est vraiment avec l'orthographe de quelqu'un qui apprend, tu vois. Donc mieux, je l'ai écrit M-I-E-X. Et donc c'est genre, je sais qu'il y a un truc chelou dans le mot, il y a un X quand même à la fin, mais bon. Et du coup, c'est très drôle. Et en fait, ce mot-là me suit un peu. Enfin, ma mère l'avait retrouvé il y a quelques années, elle me l'avait envoyé et j'avais complètement oublié son existence. Mais du coup, c'est très drôle, quoi. Enfin, je crois qu'il y a vraiment un truc comme ça où j'ai toujours. C'est ma mère qui m'a appris à lire et à écrire parce que je réclamais beaucoup en fin de maternelle. Et après, ouais, je sais pas, j'ai écrit des poésies, des histoires. Ouais, voilà. Je pense que ça a toujours été là, vraiment. Et c'est resté en arrière-plan ou pas, c'est toi qui vas le dire, mais dans toute ta progression, ton adolescence, ton début de femme adulte ? Ouais, c'est resté. C'était très fort pendant mon adolescence. J'écrivais vraiment beaucoup, j'avais un blog au quotidien, j'écrivais des nouvelles, j'écrivais des poèmes, enfin voilà, c'était très très riche. Et puis après, ça l'a un peu moins été, mais oui, non, ça a clairement toujours été là. Et en fait, j'arrive même pas à imaginer comment ça pourrait être sans, tu vois. Enfin, c'est à la fois, parfois je râle que j'ai pas le temps d'écrire, et en même temps, je constate que même si c'est pas parce que quand je dis j'ai pas le temps d'écrire, c'est souvent que je pense à genre un gros projet de roman, etc. Mais en fait, si je regarde quand même tout ce que j'écris à côté, je suis là, non mais quand même, tu passes un certain nombre d'heures dans ta semaine. Donc oui, ça a toujours été là. Après, sur des projets différents, mais et à des intensités différentes, mais ouais. Tu dis que
notamment sur ton site, que les mots sont un outil de pouvoir, et évidemment, je suis très d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'ils te permettent à toi, les mots ? Je pense que c'est ce que je te disais tout à l'heure, de cette idée de couche supplémentaire à la vie. Moi, j'ai l'impression que ça me permet à la fois de traverser les choses, donc les choses pas forcément simples à traverser. J'ai l'impression de mettre des mots, même si c'est de la fiction, en fait, on écrit quand même toujours à partir de soi, et du coup, même si c'est transfiguré ou transposé, bah voilà, ça me permet de digérer en fait des émotions, des événements, voilà. Et il y a aussi ce côté où c'est comme si ça me permettait de vivre d'autres vies, tu vois. Enfin, en fait, je sais pas, il y a un peu un deuil à faire on a une vie maintenant. Enfin, on peut en faire plein de choses différentes et il va y avoir plein d'étapes différentes, mais des fois, je me dis, mais en fait, je serais tellement bien en étant voyageuse nomade, à jamais me poser nulle part. Enfin, je me vois dans plein de, je sais pas, de destin, entre guillemets, c'est pas un mot forcément que j'aime bien, mais, ou de possibilités, quoi. Et puis, en fait, le fait est qu'à un moment, t'es juste à un endroit et à un moment précis en même temps, quoi. Et je trouve que l'écriture, elle permet un peu de contourner ça et de dire, non, en fait, si je veux, je peux aussi faire autre chose. En tout cas, mon personnage va le faire. Enfin, et ça, je trouve ça assez gai, en fait. Donc, je pense que ça me permet ça, de vivre mieux en traversant les choses et de vivre plus grand. Ouais, d'inventer d'autres chemins sur lesquels aller faire marcher d'autres gens et toi via eux parfois, ouais. Ouais, exactement. Donc en effet, c'est un outil de pouvoir absolument énorme. C'est confirmé. Tu disais tout à l'heure dans l'intro que tu écris et que tu fais écrire les autres. Et j'aimerais bien qu'on se penche un peu plus là-dessus, sur ces deux dimensions. Et pour ça, j'ai une question en deux parties. Qu'est-ce qui te nourrit le plus dans chacune de ces deux dimensions-là ? Et à l'inverse, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile ? Alors, qu'est-ce qui me nourrit le plus dans le fait de faire écrire ? Ce qui me nourrit le plus, je crois, c'est de voir comment les gens s'emparent des choses que je propose. Et en fait, c'est la surprise de ce qui va naître, tu vois. Moi, j'arrive avec une proposition en tête, un ensemble de propositions. J'esquisse un peu un chemin où j'imagine que ça va les emmener. Et les personnes écrivent et lisent leur texte, et à chaque fois, c'est genre wow. Mais en fait, on pouvait aller là et là et là et là aussi. Enfin, à nouveau, c'est ce truc de tout ce qui est possible, quoi. C'est incroyable. Et donc ça, j'adore ce côté. Je lance une petite graine et puis ça permet à plein de choses de naître et d'exister, quoi. Enfin, donc ça. Ouais, ça me plaît vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Attends, franchement, je sais pas. Qu'est-ce qui est le plus difficile, je dirais, c'est peut-être de convaincre les gens du bien que peut faire la poésie, tu vois. En fait, souvent, les gens sont convaincus une fois qu'ils ont essayé. Mais pour les amener à essayer, c'est pas forcément simple. Et du coup, quand je travaille avec des publics, parfois je travaille avec des publics qui, soit dont le français n'est pas la langue maternelle, parce que c'est aussi une de mes professions. J'enseigne le français pour les personnes qui apprennent. Et donc, quand je travaille avec des publics qui soit ne parlent pas bien français, soit ne savent pas bien écrire, soit n'ont pas forcément choisi d'être là pour un atelier d'écriture, il y a un peu un cap à passer de bon, ça va aller, je vous propose une expérience, tout va bien se passer. Enfin, est-ce que vous acceptez d'entrer dans la danse, quoi, enfin de jouer le jeu, de passer cette heure ensemble et juste de voir ce qui se passe. Et là, parfois, il y a une réticence, tu vois. Et maintenant, je pense que j'ai assez confiance en fait dans la magie du truc et du coup
d'être plus assurée et plus affirmée aussi, et de plus avoir les outils pour amener les gens à dire ok, on teste. Mais il y a toujours un peu un moment de est-ce que vraiment ça va fonctionner cette fois, ou peut-être que toutes les autres fois ça a marché et cette fois non. Donc ouais, je dirais ça le plus difficile. Ok. Et alors pour le fait d'écrire toi-même? Ah oui. Alors, ce qui me nourrit le plus et ce qui m'est le plus difficile. Ce qui me nourrit le plus, c'est quand tout à coup l'écriture me dépasse et qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est à nouveau cette histoire de surprise. Mais tu vois, j'ai une idée en tête, je commence à écrire et en fait, ça va pas du tout à cet endroit-là. Ou alors, il y a quelque chose dans l'écriture qui vient, une association d'idées, de mots, un mot qui m'en emmène à un autre, ou un souvenir qui me rappelle autre chose. Et tout à coup, ça me dépasse et je me dis, waouh, mais en fait, c'est là qu'on va. Mais ok, allons-y, quoi. Et donc, parfois, c'est extrêmement enthousiasmant et jouissif. Et parfois, c'est genre, t'es sûr que c'est par là qu'on va? Non, attends, c'était pas prévu. Je freine. Allons plutôt faire du thé. Mais j'adore ce moment où, en fait, l'écriture prend des chemins qu'on n'avait pas envisagés, quoi. Et ça, je trouve ça hyper puissant. Et puis le plus difficile, j'ai l'impression d'avoir une appréhension récurrente de avant les temps d'écriture, justement, de qu'est-ce qui va se passer. Tu vois, à la fois c'est ma plus grande joie et à la fois je crois que en fonction de ce que je travaille, c'est genre bon, ok, est-ce que là j'ai l'énergie? Est-ce que vraiment je m'y mets? Et du coup, ouais, parfois, en fait, le plus difficile, bizarrement, c'est de m'y mettre, quoi. C'est d'enclencher le mouvement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'anime des ateliers aussi, tu vois. C'est parce qu'en fait, en atelier, on écrit. Parce qu'en fait, on a une proposition et on a genre 12 minutes. Donc, à un moment, t'arrêtes de réfléchir, quoi. Tu y vas et tu fais avec la première idée qui passe. Et en fait, peu importe si elle est bonne ou pas en soi. Enfin, tu vas en faire quelque chose à ce moment-là, quoi. Donc l'atelier d'écriture est pour moi-même aussi un excellent moyen de me faire écrire, en fait. Tu vois, j'ai trouvé mes faiblesses et je crée le cadre pour essayer de les dépasser. Oui, c'est ça. Oui, parce que toi-même, dans les ateliers, non seulement tu animes, mais en plus tu participes. Ouais. Et tu fais tes propres exercices. Exactement. Et il y a vraiment 2 écoles dans l'animation d'atelier. Donc il y a une école qui dit que on peut pas du tout faire ça, écrire en même temps qu'on fait écrire. Je pense que ça dépend vraiment du type d'atelier qu'on anime. Et pour moi, c'est hyper important parce que je présente toujours l'atelier comme un laboratoire et un espace d'expérimentation. Et il y a pas d'idée de verticalité. Je serai pas la personne qui sait alors que les autres ne font que expérimenter. Enfin, non, pour moi, je suis au même niveau et j'expérimente avec, quoi. Et c'est intéressant parce que comme je fais le même atelier plusieurs fois, tu vois, j'écris plusieurs fois à partir de la même proposition. Et en fait, c'est drôle aussi ce qui sort d'une fois à l'autre en fonction de la journée que t'as passée, du mot que l'autre t'a offert. Enfin, voilà, c'est... Et est-ce que tu utilises, toi, les bouts de texte ou les textes aboutis que tu as produits pendant les ateliers pour ton écriture personnelle? Ouais, j'essaye. Alors, ça dépend. Parfois non. Et d'ailleurs, c'est depuis assez récemment que je compile tout dans un document et que je me dis ah mais si, en fait, quand même j'ai écrit, tu vois, parce que au fur et à mesure des ateliers de l'année, t'as quand même un document qui fait 30 pages, 40 pages. T'es là, finalement, il y a en tout cas ça. Mais parfois, en fait, il y a des propositions ou même justement je fais souvent échanger des mots ou prendre une idée à l'autre, où il y a quelqu'un d'autre qui te donne une idée, etc. Et du coup, parfois, quand on m'offre des mots ou qu'on me donne une idée, ça me ramène directement au projet plus gros de roman que j'ai. Et donc, dans ce cas-là, hop, je prends mon personnage et j'essaie d'écrire avec ce personnage et de voir ce que ça donne. Et donc, du coup, ça donne des fragments qui sont parfois exploitables, parfois pas, mais en tout cas qui ont un peu nourri le texte et puis qui m'ont permis de pas perdre contact avec lui, en fait. Et ça, c'est important aussi, ouais. Tu disais tout à l'heure. Il y a plein de bouts, il y a plein de bouts qui ont été écrits, enfin, de mon roman là, Je ne suis pas née ce matin. Il y a plein de bouts qui ont été écrits en atelier, en fait.
qui ont été ensuite longuement retravaillés. Mais voilà, le jaillissement, le premier jet, il vient d'un atelier. Waouh, c'est magique ça. Enfin, je trouve. Tu disais tout à l'heure que tu te laisses, quand tu es dans tes temps d'écriture personnelle, tu te laisses embarquer par ce que l'histoire est en train de te raconter. Alors que, enfin, ce processus, j'en ai déjà entendu parler et je trouve ça assez fascinant. Mais ma question, c'est est-ce que tu as toujours été aussi... comment dire? Est-ce que tu t'es toujours laissé embarquer justement par ton texte aussi facilement? Ou est-ce que tu te souviens de périodes où tu étais à freiner des quatre fers ou beaucoup plus enfermé dans ton idée de départ et à t'y accrocher, quoi? En fait, ça partirait du principe que j'ai une idée de départ assez fixe, tu vois. Sauf qu'en fait, quand je démarre, je suis à chaque fois assez dans une forme de flou. Attends, je réfléchis. Je pense qu'il y a des périodes où j'y vais moins. Bah, typiquement, même en atelier, tu vois. En atelier, je suis aussi garante du cadre que je pose, des propositions. Enfin, donc il y a aussi un état qui est pas tout à fait le même que celui dans lequel je suis quand j'écris toute seule, tu vois, dans mon salon ou à mon bureau, parce que en fait, à ce moment-là, j'ai besoin de me préoccuper de personne d'autre, en fait. Tandis qu'en atelier, évidemment, à la base, je suis là pour le groupe, quoi. Et donc, il va peut-être y avoir moins... Enfin, je sais pas, j'ai plus l'impression qu'il y a une intensité que je peux mettre de côté, enfin, que je vais mettre de côté en atelier. Mais c'est comme si mon cerveau décidait par lui-même. Enfin, tu vois, c'est comme s'il avait compris. Donc, il me met pas dans des situations... où j'aurais l'impression de perdre contrôle avec un texte parce que je sais qu'après il faut, enfin voilà, en fait il faut gérer la suite avec les autres, tu vois, enfin, et ça c'est ce qui est la priorité. Pour autant, j'ai pas l'impression de freiner des cas de fer en atelier, mais ouais, je pense qu'il y a eu des périodes où je freinais plus. Mais surtout, en fait, ce à quoi ça me fait penser, c'est plus qu'il y a des fois où j'ai écrit et en fait je me dis ah non, mais je vais effacer. Enfin, tu vois, je vais faire comme si j'avais pas écrit ça. Parce qu'en fait, j'avais pas du tout envie d'aller dans cette direction. Sauf que ça marche pas trop. Enfin, je vois que si je le fais, après, ça revient me hanter. Je sais pas, c'est peut-être un grand mot, mais que, en tout cas, si ça surgit dans l'écriture, c'est peut-être bien d'aller explorer ça, en fait. Ouais. Donc, j'essaye de pas être trop en lutte avec ça. Je me dis que ça fait partie du jeu. Et alors, tu as cité le nom de ton premier roman tout à l'heure, Je ne suis pas née ce matin. Et ça m'intéresse vachement de savoir ça. Comment, quand, où, tu n'es pas obligé de répondre aux trois, mais c'est toi qui diras. T'es venu ce déclic de... Et d'ailleurs, est-ce que c'était un déclic de « Ok, je vais écrire un roman » ou « Ok, là, je suis en train d'écrire un roman ». Il y a je sais pas, un phénomène de bascule à un moment ou qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, c'est bien parce que ça rejoint ce qu'on disait avant. En fait, c'est un texte que j'ai commencé dans un atelier d'écriture auquel je participais. C'était en Belgique. Je suis allée, mais donc c'était en 2012. Donc en fait, c'est un texte qui a mis très longtemps à éclore puisqu'il est sorti là il y a quelques mois. Et donc, je participe à cet atelier d'écriture. C'est à partir d'une exposition sur des masques. Et du coup, on doit choisir un masque et écrire à partir de ce masque-là. Et je choisis un masque et j'écris un texte et de quelqu'un qui est au chevet de quelqu'un d'autre à l'hôpital. Et en fait, c'était un peu pour moi le masque de la personne dans le lit d'hôpital. Et donc, je commence à écrire ça. Je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, voilà, c'est juste deux personnes. Bon, et puis en fait, les propositions au fil de la journée m'amènent à continuer en fait ce texte-là. Et donc, je repars de l'atelier avec j'ai peut-être 2 pages de ça en fait. Et je sais pas, ça me parle un peu. J'en écris un peu après d'autres bouts. Je me dis ah tiens, peut-être que c'est une nouvelle. Enfin voilà. Et puis en fait, fragment après fragment après fragment après fragment, je me dis mais tiens, ça a l'air d'être un roman plutôt. Enfin tu vois, mais c'est vraiment pas.
au début, il y avait vraiment rien en fait. Il y a aucun moment où je me suis dit ah tiens maintenant je vais écrire un roman. Tu vois, c'est quelque chose bah oui que j'avais en tête et que je me disais un jour j'aimerais bien écrire un roman, mais ce matin-là de juillet, j'avais pas du tout décidé de ah tiens ça y est aujourd'hui je commence mon roman. Le fait est que j'ai commencé ce roman et que le texte écrit pendant cet atelier est encore un tout petit peu dans le livre final. Mais il y a plein de choses qui ont été enlevées, ça a beaucoup été réécrit, donc ça s'est complètement modifié, mais ouais, c'est né là en fait, c'est né dans un atelier où j'écrivais juste un texte pour répondre à une proposition, quoi. Et ouais, et ça je trouve ça assez magique de me dire que c'est venu, oh tout à coup c'était là, enfin tu vois. Et après le pas supplémentaire de dire ok, donc là c'est vraiment pas une nouvelle, c'est un roman. J'en fais quoi? Est-ce que tu vois? Enfin. Ouais. Bah, en fait, je crois qu'il y avait ces deux personnages qui commençaient à se dessiner, puis petit à petit, je commençais à voir ce qu'elles avaient vécu ou ce qu'elles avaient pu vivre, et du coup, j'avais des fragments comme ça qui me venaient. Et puis à un moment, ben ouais, je pense que je me suis mise à dire, j'ai pas le souvenir d'un moment particulier, tu vois, mais je pense qu'à un moment, je me suis mise à dire, bah je suis en train d'écrire un roman, je crois. Et puis après, il y a plein de moments où je me suis dit que ça servait à rien et où du coup j'ai arrêté de l'écrire, et donc il y a eu plein de temps en fait entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai fini un premier jet. Mais je crois qu'à un moment, c'était juste que je m'étais attachée aux deux personnages et que j'avais envie de savoir ce qui leur arrivait, tu vois, vu que je ne construis pas avant, je ne savais pas. Donc j'étais là, bah, il faut que j'écrive pour savoir, en fait. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Et après, est-ce que tu as eu l'occasion de le faire lire à quelqu'un ou quelqu'une? Est-ce que tu avais hyper peur de le montrer? Est-ce que ça s'est présenté à toi très naturellement et du coup, il est passé de ton ordi, de tes papiers à toi, au monde, même si c'était un monde resserré au début? En fait, j'en ai lu des morceaux quand il était en construction. J'ai notamment une amie, mon amie Charlotte, qui est venue me voir quand j'habitais au Kyrgyzstan, et j'étais en pleine écriture parce qu'au Kyrgyzstan, j'avais pas mal de temps, et du coup, je me disais, ce serait bien de finir cette année. Bon, ça n'a pas du tout été le cas, mais voilà. Et donc elle est venue, et j'étais un peu dans une phase où je me disais, en fait, j'arrive pas du tout. Je galère avec la chronologie notamment, parce que comme c'est une histoire où il y a beaucoup de flashbacks, et que j'avais écrit de manière complètement désordonnée, bah, je me rendais bien compte qu'il y avait des incohérences d'années, de saisons, mais là c'est pas possible que ça se soit passé avant, mais du coup, et j'étais un peu genre oh là là, non mais là il faudrait de la structure, et clairement c'est pas mon fort, et voilà. Et du coup Charlotte est venue et on a parlé de ça, et je pense que là je lui ai lu en fait ce qui existait, et il y avait quand même un certain nombre de pages. Et puis elle m'a dit mais vas-y, si tu veux, on fait une chronologie. Et du coup, on est allé s'asseoir dans un petit café au bord de la rivière, et on a pris des feuilles et des feutres, et donc elle a commencé à noter. Et donc j'ai toujours ces papiers, tu vois, de chronologie. Bah là, il se passe ça et ça. Là, enfin voilà, à me faire en fait des frises, quoi. Et je lui étais je lui suis toujours reconnaissante d'avoir fait ça, parce que vraiment ça m'a aidée à me structurer et à voir en fait toute la matière qu'il y avait déjà, et aussi des choses qui se répétaient. Du coup, c'était pas forcément tu vois, moi j'ai une tendance à vouloir expliquer les choses pour être sûre que les gens ont bien compris, et pour que les gens se disent pas que j'ai fait un truc par hasard alors qu'en fait je l'ai vraiment pensé. Donc tu vois, je le double ou triple explique. Et donc ça, j'essaie d'enlever à la relecture parce que c'est assez insupportable. Et oui, et du coup ça m'a vraiment donné beaucoup de clarté. Et en fait c'est trop drôle parce que je me souviens d'un truc qu'elle m'a dit à ce moment-là. Donc c'était en 2013, et elle m'a dit non mais franchement t'es presque au bout, hein. Genre t'es pas loin de la fin, tu vois. Et puis bon, il lui a juste encore fallu genre 8 ans, mais mais ouais, non, pour moi ça c'était un super gros pas,
de le lire. Et puis voilà, du coup, après, j'ai lu des extraits. Et puis après, les différentes versions ont été lues par plusieurs personnes. Et oui, évidemment, j'ai hyper peur à chaque fois. Et en même temps, je crois que j'ai assez déconstruit, mais au fur et à mesure, mais ce truc que l'écriture, c'est un truc hyper solitaire, qu'on montre seulement, tu vois, quand c'est publié sur une table de librairie, enfin, avec lequel j'ai beaucoup bataillé aussi. Je pense que c'est pas une idée qui fait du bien. Je pense que ça correspond peut-être à certaines personnes, mais en fait, pas à plein d'autres. Et c'est ok, tu vois. Et du coup, d'avoir des gens à qui lire, avec qui en discuter et tout, ça a été hyper précieux. Ouais. Et même, tu vois, parce que ça rajoute de la matière aussi au livre. À un moment dans Je ne suis pas née ce matin, Anna lime les ongles de Margot. Et en fait, ça, c'est une amie qui m'a raconté ça, qui m'a dit, en fait, moi, j'ai accompagné ma grand-mère en fin de vie et je lui ai limé les ongles et c'était hyper fort comme moment et tout ça. Et elle m'a raconté ça et parce que ça lui avait fait penser à ça de me lire, tu vois. Et je me suis dit, ouais, je trouve que c'est très, très beau comme geste. Tu vois, je parlais de tendresse au début. Pour moi, il y a quelque chose de cette attention-là aussi aux mains de l'autre, au bien-être de l'autre et tout ça. Et du coup, tu vois, maintenant, ça fait partie du roman. Et ça, j'aurais pas eu si, en fait, mon amie Marion n'avait pas lu ce manuscrit en cours, en fait. Ouais. Donc, voilà. Ouais, donc ça peut apporter de la densité et du relief et des petits trésors comme ça ajoutés parce que t'es ouverte à la lecture active des autres, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis une forme de confiance aussi, tu vois, voilà, que des personnes te disent, on a envie de savoir la suite. Ok. Parce que tu vois, je te disais tout à l'heure le côté, parfois j'ai du mal à m'y mettre. En fait, j'ai moins de mal quand il s'agit d'écrire une newsletter ou un contenu sur les réseaux ou un post de blog, mais aussi parce que je vois que l'arrivée est beaucoup plus proche et que du coup, beaucoup plus proche, je vais avoir un échange avec les gens. Et en fait, pour moi, l'écriture, c'est aussi ça. C'est qu'est-ce que ça va permettre comme discussion avec les gens, tu vois. Et donc, quand tu écris une newsletter, tu sais que dans 2 heures, elle est envoyée. Voilà, c'est... j'arrive à gérer quoi, ce laps de temps. Mais un roman, c'est tellement long, pour moi en tout cas, que du coup, il y a trop d'endroits où je peux me perdre, en fait. Et donc... ouais, les amitiés et la sororité, pour le coup, ça me permet aussi de garder le cap. Ouais. Est-ce que ça te dit qu'on fasse une pause jeu? Ah bah ouais. J'ai pas réfléchi longtemps au jeu avec toi parce que ça m'a semblé être une évidence absolue. Je te propose qu'on fasse un ping-pong verbal. Okay. Je l'ai déjà fait avec d'autres invités et avec toi, ça coulait de source. Donc, pour la première fois, en revanche, je te laisse choisir le premier mot et puis moi, je t'en renvoie un et tu m'en renvoies un, etc., jusqu'à plus soif. Ok. Et donc, c'est le premier mot qui nous passe par la tête par rapport à ce mot-là? C'est ça, ouais. Ok. Ours. Oh là. Ah, c'est très drôle. Hiver. Saison. Changement. Métamorphose. Papillon. Coccinelle. Rouge. Lèvres. Goût. Sens. Direction. Vadrouille. Surprise. Chasse au trésor. On va y venir. Coffre. Secret. Clé. Solution. Ampoule.
Lumière. Papillon. Nuit. Sommeil. Insomnie. Pensée. Dépenser. Fatigue. Détente. Allez, je dis un dernier et toi après. Détente. Pistolet. Toucher. Waouh, pour reboucler avec la tendresse. Bravo, pistolet. Trop bien. J'adore ce jeu parce que alors là dans le genre surprise c'est un exercice que je fais en tout début d'atelier, oui, en individuel pour le coup, mais vraiment ce truc pendant 1 minute 30 où t'écris le mot auquel ça te fait penser à chaque fois, et à chaque fois on partage le dernier mot, tu vois, auquel tout le monde est arrivé, et en fait à chaque fois c'est génial et ça m'aide beaucoup à poser le cadre de dire bah vous voyez en fait c'est ça qu'on va faire quand on lit les textes, c'est pour ça, c'est juste pour se rendre compte de comment chacune, je dis chacune parce que je travaille majoritairement avec des femmes, mais comment chacune s'est approprié une proposition de départ et en a fait quelque chose à sa sauce, quoi. Et à chaque fois, c'est trop bien ce jeu, je trouve. Ouais, ça permet vraiment à chaque fois d'entrer dedans, je trouve. Ouais. Pour l'avoir fait avec toi lors la causerie dessinée à laquelle j'avais participé, je trouve ça, en effet, c'est c'est une super belle entrée en matière. Et c'est aussi pour ça que c'était une évidence de te proposer ce ping-pong en duo. Comment tu sais, tu sens, tu ressens que tu es au bon endroit dans ta vie en général ou dans tes activités pro? Quand je pense qu'il y a une forme de pétillement, je me sens un peu sautillante. J'ai tendance à inventer beaucoup de chansons, tu vois, du quotidien, quoi. Enfin, sur tout ce qui se passe, en fait. J'ai tendance à inventer des chansons un peu aux paroles un peu stupides, mais voilà. Et je crois que quand je chante beaucoup, c'est que ça va bien. C'est qu'il y a un truc qui est assez fluide et tout ça. Mais c'est hyper drôle que tu me poses cette question parce que j'ai fait un mémoire il y a des années, mais pendant mes études de lettres, sur le sentiment d'être à sa place dans les carnets d'Albert Camus. Et du coup, clairement, cette idée d'être à sa place, ça me parle beaucoup, ça me questionne beaucoup. Et tu vois, là, dans le texte que je travaille en ce moment, j'ai un fragment qui est pas encore écrit, mais où j'ai juste noté être à sa place versus rester à sa place. Et je me disais, c'est fou comme juste le mot, enfin le verbe qui change, ça change complètement la signification de, tu vois, être à sa place, c'est hyper positif, et rester à sa place, tout à coup, t'as l'impression d'être étriqué et emprisonné. Et ouais, voilà. Donc c'est des thématiques qui me parlent. Je crois que ça se passe dans le corps. À la fois quelque chose de, tu vois, qui est ancré sous les pieds, et à la fois c'est pas, pour moi, c'est pas des racines, c'est pas quelque chose ça peut être en mouvement, en fait. Donc ça reste léger, quoi. C'est, ouais. Est-ce que tu as l'impression de le rechercher consciemment, ou quand tu y es, tu dis « Ah, en voilà un moment où je suis à ma place ». J'ai l'impression d'avoir la chance que ce soit vraiment très souvent là, pour moi, en ce moment en tout cas. Mais oui, il y a des moments... récemment, j'ai organisé à la maison une soirée... justement une soirée sororale avec des femmes qui ont chacune amené quelque chose à partager, une question, un livre, une musique, un jeu de tarot, enfin voilà. Et donc on s'est partagé tout ça pendant la soirée.
Et j'adore ça parce que je trouve que c'est pas forcément simple de parler quand on est en groupe. Enfin, moi, j'ai du mal à aller dans des groupes que je connais pas, etc. Et là, le fait que chacune amène vraiment une thématique, bah, ça permet à la fois d'avoir de la place pour chacune, de l'attention pour chacune, et à la fois de naviguer dans plein de sujets et thématiques différents. Et en fait, j'étais tellement bien. Enfin, tu vois, il y avait tout ce qui est important pour moi, en fait, à la fois les présences, l'authenticité des partages, une forme de vulnérabilité, et puis en même temps de puissance qui se dégage de ça, de rapport aux mots, de tendresse. Enfin bon, il y avait tout, quoi. Et du coup, quand elles sont parties, j'étais là, waouh, ça c'est bon. Ouais, voilà. Je sais, alors là c'est un exemple que tu viens de donner, mais je sais pour t'avoir lu sur ce sujet-là et pour capter ça chez toi que tu as vraiment une fantaisie en toi très, très présente et très vivante. Et dans la façon dont tu organises tes ateliers, dans la façon dont dont tu parles de ton processus de création, la façon dont tu mènes ta vie aussi, parce que là tu viens de donner un exemple avec cette soirée avec des femmes, mais je t'avais lu aussi, je crois que c'était dans une newsletter où tu parlais d'une soirée que tu avais organisée chez toi où les gens, je crois, ne devaient pas parler, ou je sais plus exactement ce que c'était comme, mais en tout cas tu pourras en parler après si tu veux, mais je ressens vraiment un positionnement un tout petit peu à côté, tu vois, le pas de côté, pour revenir sur la métaphore du chemin chez toi. Et ça m'interroge, est-ce que tu as l'impression d'avoir toujours été comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as cultivé en grandissant, en vieillissant? Je reviens juste sur le bal du silence parce que c'est trop bien à faire. Où effectivement les gens arrivent et ils n'ont pas le droit de parler, et on les met deux par deux face à face, et ils ont seulement des feuilles et des stylos, et du coup ils peuvent faire connaissance seulement en s'écrivant. Voilà. C'était très chouette. Est-ce que j'ai toujours eu ça? Est-ce que je l'ai cultivé? En fait, c'est hyper beau comme question. Bah, tu vois, là, c'est le mot beau qui me vient. Je pense que ça a toujours été un peu là. Enfin, je me suis quand même souvent sentie assez en décalage avec les autres, notamment, tu vois, enfants, ados, quoi. Jeune ado. Et je pense que à partir du lycée, j'ai commencé à plus accepter que, ben voilà, en fait, c'était comme ça. Enfin, tu vois, c'était ça qui me faisait envie, c'était ça qui me plaisait. Et du coup, après, c'est devenu moins lourd, en fait. Et puis, du coup, ouais, c'était à la fois plus présent et plus léger. Et puis, effectivement, pour moi, c'est vraiment c'est pour ça que quand j'ai découvert ce que tu faisais et la fantaisie vagabonde, tu vois, enfin, genre, les deux mots ensemble, c'était juste genre, bah, enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est parfait, tu vois. Je veux dire, c'est deux mots qui me parlent tellement. Donc, oui, maintenant, c'est presque un jeu d'aller semer ça un peu partout où je peux. Mais je pense que j'avais pas toujours conscience de ça. J'avais plus conscience un peu d'être en décalage, mais maintenant je suis contente de ce décalage-là parce que je vois aussi ce qu'il apporte chez les autres. Tu vois, quand les gens me renvoient en fait ce que ça leur fait justement cette fantaisie-là. Bah du coup je me dis bon bah c'est cool en fait. C'est juste je n'avais pas trouvé mon gang quoi. Tu vois, j'étais pas encore à ma place. C'est ça. Ouais. Donc oui, je l'ai cultivé et en même temps, j'ai trouvé les personnes qui avaient envie que ce soit cultivé sur leur plate-bande. C'est exactement pareil pour moi. Le miroir en face change tout en fait. Ouais. C'est trop bien. On va se diriger tranquillement vers la fin et on arrive au rituel de fin en 2 parties. La première partie, c'est une question. Tu dirais que c'est quoi le bénéfice majeur que tu tires à t'être écouté et à vivre la vie que tu t'es choisie? Je sais pas, c'est
Enfin, tu vois, en fait, ce qui me vient, c'est quand les gens répondent comment ça va comme un lundi, en fait, je ne comprends pas cette. Enfin, je comprends cette réponse, mais genre, je ne vis pas ça en fait. Et je sais pas, moi, je suis trop contente quand quand c'est lundi parce que j'adore mon travail. Je suis trop contente quand c'est le week-end parce que j'adore le week-end. Tu vois, en fait, je me disais, mais c'est hyper cool. Je suis dans un rythme et dans une dans une façon de vivre les choses qui fait que quand c'est les vacances, j'ai pas l'impression d'être sur les rotules et genre enfin c'est les vacances et j'en avais besoin sinon ça n'allait pas aller. Et en même temps, je suis trop contente parce que c'est les vacances et du coup que voilà, je vais changer d'environnement, de rythme et tout ça. Mais oui, pour moi, c'est d'être dans une forme de douceur en fait, tu vois, avec moi et avec si possible avec les autres, et si possible avec moi en fait. Mais oui, je sais pas. Du coup, j'ai l'impression d'avoir une vie qui est mouvementée mais douce. La dernière partie, c'est le moment où moi je ferme les yeux et où les auditrices et auditeurs ferment les yeux aussi s'ils en ont envie. Et où en fait, plutôt que d'introduire quoi que ce soit, je vais dire que je te laisse carte blanche pour ce moment. Et donc, tu nous emmènes là où tu as envie. J'avais envie de vous raconter comment j'ai trouvé la fin de mon roman. Parce que je disais plutôt que j'ai toujours beaucoup écrit et quand j'étais ado, je trouvais mes fins hyper facilement. C'était je sais pas, ça ressemblait presque à de la magie, c'est-à-dire que je commençais un texte et j'écrivais 3 lignes et hop, j'avais la dernière phrase qui me venait et donc je l'écrivais tout à la fin de ma page ou de mon document Word et après j'avais plus qu'à dérouler entre guillemets pour aller dans cette direction-là. Et puis c'est quelque chose qui est passé, zut. Et du coup là dans ce roman, j'ai longuement bataillé avec la fin parce que c'est une histoire qui est pas très joyeuse mais que j'espère quand même lumineuse. Mais du coup, si je faisais une fin triste, je me disais non mais c'est vraiment horrible. tu peux vraiment pas faire ça aux gens. Si je faisais une fin heureuse, j'avais l'impression que c'était forcément gnangnan et du coup guimauve et ça m'allait pas. Après j'ai exploré le fait de pas décider et du coup de faire que c'était le lecteur qui choisissait, le lecteur, la lectrice. Mais j'avais l'impression d'arnaquer le monde entier en décidant que je ne savais pas et que du coup je laissais les gens décider. Je trouvais que c'était pas du tout prendre mes responsabilités. Ça ne m'allait pas du tout. Et j'étais un peu coincée dans tous ces trucs-là. Et puis, on a fait une résidence d'écriture avec des amis. C'était la première résidence qu'on organisait. Depuis, on en a peut-être fait 6, 7 ou 8, je sais pas. Et on était dans une maison qu'un ami nous prêtait à Tours. On était assises dans le salon, toutes les 4. Chacune écrivait sur son projet. Et puis, je sais pas, à un moment, j'ai eu l'idée de ma fin, qui est une fin qui, pour moi, cochait un peu toutes les cases, même si je me le suis pas formulée comme ça, mais c'était une fin qui, à la fois, disait mon amour des mots, qui, à la fois, ouvrait les possibles sans être ni trop triste, ni gnangnan, tout en laissant la possibilité au lecteur et à la lectrice d'imaginer la suite. Et en fait, je sais pas, c'est comme si ça synthétisait un peu le livre, en fait. Et donc, j'étais... C'est comme un peu ce petit moment de... Il y a du monde autour de toi et il vient de se passer un truc incroyable pour toi et tu le gardes un tout petit peu en toi avant de le partager avec les autres. Et donc, je suis restée comme ça quelques secondes avec ma fin de genre « Oh mon Dieu, j'ai trouvé la fin !» Et donc après, j'ai dit « Bon, je crois que j'ai fini mon premier jet. » Et c'était fou en fait, parce que ça faisait 5 ans à ce moment-là que j'étais avec ce texte. Et c'était hyper beau d'être entourée d'amis chers qui écrivent aussi à ce moment-là.
et qui m'ont regardé et qui ont fait mais non. et puis bah si. Alors après c'était vraiment la fin d'un premier gène, mais pour le coup là il y a eu plein de réécritures après, mais la fin est restée la même et c'est vraiment une fin qui me touche et que j'ai pas envie de bouger. Et puis à un moment on a eu des échanges avec une éditrice pour publier ce texte. Et elle m'avait dit la fin, je sais pas et tout. Et moi j'étais là, mais en fait non, ça par contre ça va pas être négociable quoi. Enfin, bon finalement ça s'est pas fait avec elle, mais du coup je suis contente que ce soit la fin, cette fin là. Ouais. Voilà. Elle est parfaite cette fin. Et je le dis pas que parce que t'es en face de moi, mais. Est-ce que tu veux lire un extrait de ton livre pour terminer ? Ben ouais, je veux bien. Du coup, je vais pas lire la fin parce que c'est quand même du gros spoil. Ouais. Mais je peux lire le tout début ? Avec plaisir. Nous avions déambulé longuement et, éreintés, nous faisions une pause sur un banc d'un parc. Une jeune étudiante nous avait abordés et invités à venir manger chez elle. Elle était en première année d'anglais à l'université, toute fière de pouvoir parler avec des real people, pas des cassettes audio. Ce n'était pas si fréquent. Tu l'avais aidée à faire un exercice pendant que je jouais avec sa petite sœur, et je t'entendais, au-delà de ses babillages, lui dicter des phrases. Un moment, tu m'avais demandé « Anna, ça se dit comment, virgule, déjà ?»« Coma. » Ah oui, c'est vrai. Je revois exactement ta mine, légèrement agacée d'avoir oublié, et puis tes sourcils aussitôt après se défronçant, déjà passés à autre chose. C'est ça qui m'est venu quand ils ont dit « coma ». Merci beaucoup, Amélie. Merci à toi. À bientôt. Avec plaisir. Vous venez d'écouter le 10e épisode de Chamade, l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. Vous y retrouverez bientôt Amélie Charcosset et mes autres faiseurs de beau. Je vous y offrirai en exclusivité une surprise dont la teneur m'est encore inconnue, à moi aussi. Retrouvez toutes les infos pour vous abonner dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non ? Merci et à très vite.